a hell of a thing, killing a man. Take away all he's got, and all he's ever gonna have. Wyoming, 1880. Dans une maison close de la ville de Big Whiskey, deux amis sont ligotés à un poteau en attendant leur sanction. L'un d'eux vient de taillader le visage d'une prostituée s'étant moqué de son physique. Le shérif Bill Daggett, surnommé Little Bill, est celui qui déterminera leur peine. Deux camps interviennent pour faire entendre leur voix. D'un côté, on a le camp des amis de la victime, représenté par Alice. Celle-ci propose d'emblée la peine la plus lourde possible, la pendaison. Une demande en grande partie motivée par son attachement envers Delilah, mais pas que. Derrière les séquelles physiques se cachent des séquelles bien plus graves, affectant directement son indépendance et ses aspirations. Comment trouvera-t-elle des clients avec un visage tailladé? Comment fondera-t-elle une famille si elle effraie tous les hommes qu'elle rencontre? Dans une époque où les femmes ne peuvent se sortir de la pauvreté sans le soutien d'hommes, on peut comprendre la réaction d'Alice, qui cerne très rapidement l'effet domino engendré par cet excès de violence. En face d'elle, on retrouve le camp de l'argent, représenté par le patron du bar Skinny Dubois. L'homme ne base son jugement que sur une forme de rationalité financière. À aucun moment il n'éprouve d'empathie pour la victime, et on peut carrément dire qu'à ses yeux, et à ceux de tous les hommes présents ce soir, même le mot victime n'est ici pas pertinent pour la désigner, car il est en général utilisé pour des êtres vivants dotés d'une sensibilité. Or là on n'a pas le droit à ça. Delilah n'est pas une personne blessée mais une propriété endommagée. Et Skinny le rappelle à tout le monde en brandissant son contrat et en exposant les dégâts financiers qu'il vient de subir. L'un de ses actifs vient d'être vandalisé, et comme bon propriétaire qu'il est, il réclame un dédommagement financier. On est donc bien loin de la peine défendue par Alice. Little Bill, au départ friand des coups de fouet, finit par se raviser et se ranger du côté de l'argent. Les deux hommes sont condamnés à livrer 7 chevaux au propriétaire de l'actif abîmé. Une décision qui paraît normale, quasi anodine pour Little Bill, mais qui est sur le point de déclencher une série d'événements qui le mèneront à sa perte. Quand le pouvoir en place est incapable d'offrir la justice à ses citoyens, celle-ci devient rapidement un service privé, une prestation haut de gamme mise aux enchères et délivrée aux plus offrants. Alice et son groupe sont scandalisés par le laxisme de Little Bill. Elle refuse de laisser les deux cow-boys s'en tirer avec seulement une amende. Elle rassemble donc une cagnotte pour se payer une forme de justice, 1000 $ à la personne qui tuera les deux hommes. Une décision légitime à première vue, mais qui ne fait que reproduire la misogynie de la sanction initiale. Car là où les 7 chevaux n'étaient pas destinés à la victime mais à un homme, son propriétaire, ici les 1000 $ ne sont pas non plus destinés à la victime mais à un homme, celui qui abattra les criminels. Alors oui, cet acte apportera de la satisfaction à ses commanditaires, mais il ne changera en rien la misère dans laquelle se trouve Delilah. Ces femmes ne comptent donc pas s'acheter une justice mais une vengeance dont le prix résonne dans toute la ville et parcourt plaine et campagne, rivière et montagne, jusqu'à atteindre les oreilles d'un vieux fermier. William Money. William est un homme inoffensif et physiquement sur le déclin. Il vit avec ses 2 enfants et démontre des difficultés à gérer sa ferme. Voilà pourquoi on est surpris de voir un jeune chasseur de primes débarquer pour s'associer avec lui. Surnommé le Kid de Scofield, ce cow-boy pourrait être en réalité renommé le baratineur à cheval. Le jeune homme parle, jacte, blablate pour obtenir ce qu'il veut. Avec lui, le supplice de Delilah est amplifié comme jamais. Au visage tailladé, il ajoute le crevage de ses yeux et le découpage de ses oreilles et de sa poitrine. Ces exagérations sont utiles car elles permettent de donner à William des justifications morales plutôt que financières, c'est-à-dire en gros à lui donner bonne conscience. Mais pourquoi choisir William plutôt qu'un autre? Car le vieillard en face de nous est un ex-professionnel du crime. Ce n'était pas juste un braqueur guidé par l'argent, mais un tueur sans pitié, aussi imprévisible que chanceux. Un cocktail d'attributs explosifs qui menaçait quiconque croisait sa route. Mais être un tueur ne signifie pas pour autant être une menace pour la société et ses habitants. Tous les meurtres ne se valent pas, tous les tueurs ne s'attaquent pas aux plus faibles. Pour évaluer la dangerosité de William Money, il m'apparaît pertinent d'établir plusieurs profils de tueurs et de déterminer lequel lui correspond le plus. Les meurtriers peuvent selon moi être classés en 4 profils distincts selon le danger qu'ils représentent et causent à autrui, une variable que l'on peut nommer dangerosité. Ces profils peuvent en plus être divisés en 2 catégories. En bas, les tueurs non intentionnels et en haut, les tueurs intentionnels. Dans les tueurs non intentionnels, on a en premier lieu le tueur en légitime défense. Ce type de tueur a pour seule volonté sa survie et celle des autres. Il n'y a pas d'intention de tuer chez lui car c'est l'agresseur qui le contraint à la violence. C'est donc le bourreau qui est responsable de sa propre mort, pas sa victime.
Voilà pourquoi il est selon moi le moins dangereux de tous. Vient ensuite le tueur accidentel. Comme le premier profil, il n'avait pas l'intention de tuer, mais par contre ses victimes ne méritaient pas leur sort. Son niveau de dangerosité reste quand même très variable car dépendant de son niveau de responsabilité dans la mort de l'autre. Dans certains cas, l'accident est inévitable et dans d'autres, le tueur accidentel est à blâmer pour sa négligence. Après cela, on passe à la seconde catégorie regroupant les tueurs intentionnels. Je commencerai d'abord par le tueur de profession, soit ceux qui sont payés pour abattre des cibles désignées, du tueur à gages à l'agent secret de terrain, en passant par certains membres d'unités d'élite de l'armée. Ce qui les rend dangereux est qu'ils sont entraînés pour tuer et donc désensibilisés à l'acte. L'autre élément d'inquiétude est que leurs cibles ne sont pas forcément des criminels. Pour la mafia, ça peut être des témoins gênants ou leur famille. Pour les agents d'État, ça peut être des opposants politiques. Alors pourquoi ce n'est pas le plus dangereux ? Car dans certains cas, la victime s'y attend et peut se préparer aux attaques. Celui qui témoigne contre le cartel se doute par exemple que ses jours sont comptés. On pourrait dans un premier temps attribuer ce profil à William Money, car il est clairement sous-entendu qu'il a déjà tué pour de l'argent. Mais plus on apprend à le connaître, plus on réalise qu'il était bien pire que cela. Un tueur impulsif. C'est là le dernier profil et le plus dangereux. Le tueur impulsif cumule l'imprévisibilité du tueur accidentel et le manque d'empathie du tueur de profession. Il agit sous le coup des émotions. Il peut tuer par plaisir, par colère, par recherche d'adrénaline ou bien pour satisfaire son ego. On retrouve dans cette classe les tueurs en série à la Ted Bundy ou les gangsters à la William Money. Notre ancien meurtrier le dit lui-même, il a abattu tout ce qui respire sur cette planète, que ce soit homme, femme ou enfant, criminel, citoyen ou homme de loi. Ce qu'on apprend assez rapidement est que c'est l'alcool qui a été la cause principale de ces folies meurtrières. De nombreuses études ont montré que l'alcool favorisait les comportements agressifs de manière indirecte. L'alcool a engendré chez William 2 cercles vicieux expliquant ses excès de violence. Chacun d'eux contient comme maillon la consommation d'alcool et la violence. Mais quelles en sont les causes et quels sont les autres éléments qui complètent la chaîne ? Le premier cercle de violence est lié au manque d'empathie. Outre les effets désinhibants, l'alcool est connu pour altérer à court terme à la fois l'empathie affective et cognitive. L'empathie affective est la capacité à ressentir une partie des émotions des autres, tandis que l'empathie cognitive est la capacité à les identifier et les interpréter. Concernant l'empathie cognitive, on peut citer cette étude de l'université de Bristol réunissant 100 participants. Alors que la première moitié se voit confier de l'alcool, la seconde moitié a le droit à un placebo. On leur montre ensuite des séries de visages comportant la même émotion mais avec des intensités différentes. Puis on leur demande de trouver l'émotion à laquelle appartient chaque série. Ce qui est mesuré ici est le seuil de détection émotionnelle, défini par le visage à partir duquel chaque participant parvient à discerner la bonne émotion. Par exemple, quelqu'un qui reconnaît la tristesse au visage 4 a une meilleure perception de cette émotion que quelqu'un qui la reconnaît au visage 6. Les résultats de cette étude ont mis en lumière le fait que les personnes alcoolisées disposaient d'un seuil de détection de la tristesse et de la colère plus élevé que les personnes non alcoolisées. Cela veut dire qu'elles avaient plus de mal à percevoir ces émotions chez les autres. Une autre étude plus récente de la même université est arrivée à des conclusions similaires. En 2020, 88 personnes sont elles aussi divisées en 2 groupes, le groupe alcoolisé et le groupe ayant reçu un placebo. Le test est cette fois-ci un peu différent. Il est fait sur un PC. Chaque participant voit apparaître très brièvement un visage à l'écran et il doit ensuite cliquer le plus rapidement possible sur l'émotion correspondante. Il peut s'agir de colère, de tristesse, de joie, de dégoût, de peur ou de surprise. Les résultats ont montré que le groupe alcoolisé avait tendance à moins percevoir la tristesse et la peur chez les autres. En réduisant les chances de détecter les émotions de détresse chez les autres, l'alcool diminue aussi les chances de ressentir cette part émotionnelle de l'empathie. Les signaux non-verbaux étant moins bien captés et interprétés par le cerveau, il en résulte une réponse émotionnelle affaiblie. Si à un instant T je perçois moins la tristesse chez quelqu'un, alors j'en ressentirai mécaniquement moins. L'alcool n'altère donc pas directement l'empathie affective. Il altère d'abord l'empathie cognitive qui, à son tour, réduit l'empathie affective. Certains auteurs estiment que ce déficit dans la perception des émotions des autres rabaisse les freins sociaux et augmente ainsi le risque de comportements impulsifs et violents. La violence représente ici la 3e composante de ce cercle vicieux, et on peut trouver la dernière grâce à une anecdote de William. Il se rappelle d'un soir où, après avoir bu sans modération, il a abattu un homme qui ne le méritait pas. Ce n'est que le lendemain qu'il a pris conscience de sa faute, c'est-à-dire au moment où les effets de l'alcool s'amenuisaient. La gravité avec laquelle il en parle nous permet d'identifier le dernier maillon de la chaîne, les regrets.
William regrettait les actes violents qu'il commettait sous emprise, mais il était incapable de vivre avec la culpabilité associée. L'alcool lui permettait donc de mettre un voile sur cette douleur intérieure grâce aux effets euphorisants de la montée. Voilà comment cette première boucle se formait. Par une consommation d'alcool qui diminuait l'empathie, qui, à son tour, conduisait à des comportements violents qui, eux, entraînaient des problèmes de conscience dont le remède était l'alcool. Ce qui est intéressant avec ce premier cercle est qu'il en déclenche un autre. La culpabilité et la honte engendrées par les actes violents réduisaient l'estime de soi de William. Pour y faire face à court terme, William adoptait un remède non conventionnel, l'adrénaline. L'adrénaline est une hormone sécrétée durant une période de stress soudaine et intense. Elle accroît l'énergie à court terme par des effets physiques très concrets. Lorsqu'elle est libérée dans le corps, elle provoque une ouverture des bronches qui permet de faire rentrer plus d'air dans les poumons. L'individu a donc un second souffle. Elle accélère également la pulsation cardiaque et augmente l'afflux sanguin vers les muscles, ce qui se traduit par un décuplement de la force physique. D'un point de vue émotionnel, elle entraîne des sensations de toute puissance et d'euphorie, qui sont des réponses parfaites à une faible estime de soi. Mais alors, comment atteindre cette hormone naturelle? Par la violence. Et comment atteindre la violence en cas de peur et de problème de conscience? Par l'alcool, qui réduit l'empathie et désinhibe. William ne se sentait jamais plus puissant que quand il volait, violentait ou tuait. Il ne se sentait jamais plus roi du monde que quand il exerçait une pression financière, physique et existentielle sur les autres. Mais l'adrénaline est comme une drogue synthétique. Ses effets produisent un pic à court terme suivi d'une chute drastique, alimentant la faible estime de soi originelle. William subissait donc une double descente, la descente d'alcool et la descente d'adrénaline, qui contribuaient toutes deux à réduire son estime de soi. Ce sevrage brutal participait à la création d'un dernier cercle vicieux, cette fois-ci à long terme, le cercle de l'addiction. La haine de soi est un des symptômes de la dépression les plus présents et difficiles à gérer. Quand on raisonne sur du long terme, on ne parle plus de consommation d'alcool mais de dépendance. Les études montrent que non seulement l'alcool augmente le risque de développer une forme de dépression, mais que celle-ci augmente elle aussi le risque de développer une addiction à l'alcool. Les deux se nourrissent l'un l'autre, et on peut le représenter de la sorte dans ce cercle. La consommation d'alcool entraîne une dépendance qui favorise le développement de symptômes dépressifs qui eux-mêmes incitent à la consommation. Quand on prend du recul sur ce que l'on vient d'établir sur William Money, on peut regrouper les trois schémas en un. Les flèches rouges représentent les deux cercles à court terme et les flèches violettes représentent le cercle à long terme. Le mécanisme commence par le cercle du haut. Pour résumer tout ce qu'on a vu, la consommation d'alcool de Will diminuait son empathie et le menait à la violence qui, elle, était la source de regrets qui le poussait à la consommation pour oublier. Ces regrets déclenchaient aussi le second cercle en affectant son estime de soi, ce qui l'incitait à consommer de l'alcool car cela supprimait les freins moraux liés à la violence, lui permettant d'accéder à l'adrénaline, qui restaurait son estime de soi mais dont les effets étaient éphémères tout comme ceux de l'alcool, ce qui alimentait à nouveau une haine de lui-même et renforçait donc les symptômes dépressifs connus pour pousser à la consommation d'alcool qui, elle, contribuait aux deux premiers cercles énoncés et entraînait à long terme une addiction favorisant à son tour l'apparition de symptômes dépressifs. Bref, avec tout ça les boucles étaient bouclées pour William, jusqu'à ce qu'il rencontre Claudia. Pour sortir d'un cercle vicieux, il suffit le plus souvent d'une simple main tendue. La femme de Will est parvenue à le sortir de son engrenage en lui retirant toute envie et tout besoin de s'empoisonner. L'amour qu'elle lui portait a rehaussé son estime de soi à la place de l'alcool, la violence et l'adrénaline. Il a aussi supprimé les effets néfastes de descente et de haine de soi, ce qui a mis fin aux symptômes dépressifs, aux besoins de consommer et au second cercle de violence, anéantissant sur le long terme le cercle de la dépendance. Malheureusement, la variole a eu raison de Claudia, et cela fait 3 ans qu'elle a disparu. 3 ans que Will pense à elle et surtout, 3 ans qu'il parvient à maintenir seul sa sobriété. Mais quand le kid débarque, il perturbe ses habitudes. S'il ne lui propose pas directement de l'alcool, il lui propose tout de même de reprendre le chemin de la violence en échange d'argent. Or, la violence est au cœur des cercles vicieux que l'on vient d'étudier. Souhaitant un meilleur futur pour ses enfants et pensant rendre justice, Will accepte l'offre. Il recrute son ami Ned, un expert en tir à longue distance, et part à la recherche des criminels. On voit assez rapidement à quel point l'alcool et la violence étaient intimement liés à leur vie de gangster. Juste avant de confronter leur première cible, Ned propose de l'alcool à Will pour faciliter leur job, mais Will refuse. Après avoir repéré leur homme au loin, Ned lui tire dessus et réussit à le faire tomber de son cheval. Mais au moment de terminer le travail, il se fige. Il est incapable d'appuyer sur la gâchette, incapable d'ôter la vie de cet inconnu qui leur supplie de l'épargner. Will saisit alors le fusil et parvient à le toucher avant qu'il ne se mette à couvert.
S'ensuit de longues minutes de supplice, où notre trio écoute les gémissements de l'homme qui se vide lentement de son sang, devant ses amis impuissants. Pour Will, cet acte est si froid et si impersonnel qu'il ne lui procure ni plaisir ni adrénaline. Malgré cela, il ne regrette pas son acte, car il n'était pas gratuit ou fait sous le coup de l'émotion. Il était fait par intérêt financier et par désir de justice. Ned, lui, prend conscience qu'il n'est plus fait pour jouer au bourreau et décide de se retirer du groupe. Will et le Kid finissent donc le travail à deux en abattant la dernière cible et en s'assurant les 1000 $ de récompense. Une fois le job terminé, le Kid réalise à son tour qu'il n'est pas fait pour ça. Will, lui, est le seul qui ne ressent ni honte ni culpabilité. Il a fait ce pourquoi il a été recruté, point. Et à aucun moment l'alcool n'a été une option. Sauf que la justice qu'il prétend avoir rendue n'était en réalité qu'une forme de vengeance. Et cette vengeance en appelle une autre. Des hommes capturent Ned sur le chemin du retour et le livrent à Bill. Il est pour lui inacceptable que quelqu'un se prenne pour le shérif en distribuant des peines de mort. Car avec cette logique, c'est la loi du plus fort qui l'emporte, pas celle du plus juste. Voilà pourquoi il sanctionne Ned de plusieurs coups de fouet alors que Will attend sagement sa prime. Quand la jeune femme lui livre l'argent, elle lui annonce aussi une terrible nouvelle. Ned a succombé à ses blessures, et son corps est actuellement exposé devant le saloon de la ville comme un trophée, comme une mise en garde à ceux qui se croient au-dessus des lois. Sans hésitation, Will saisit la bouteille de whisky car le choc est trop brutal. Il s'arme et se rend ensuite seul en ville. Une fois là-bas, on remarque que la bouteille est vide. Will entre donc volontairement dans l'engrenage de l'alcool et de la violence qu'il a mis tant d'années à fuir. Il débarque dans le saloon et fait un carnage. Il tue le propriétaire non armé et abat chacun des policiers présents comme des animaux. Après son bain de sang, il se sert un verre d'alcool, démontrant que l'ancien Will est de retour. Son cerveau réassocie à présent l'alcool au plaisir procuré par la vengeance et par l'adrénaline. Avant d'achever Bill, il laisse tomber le masque qu'il portait jusqu'ici. I don't deserve this. Deserves got nothing to do with it. William Munny accepte sa vraie nature. Pendant des semaines, il a répété qu'il n'était plus le tueur qu'il était, que ses années meurtrières n'étaient pas représentatives de sa personne mais n'étaient qu'une mauvaise passe, et que cette période de sa vie n'était pas le vrai Will mais une version pervertie par l'alcool. Si l'alcool a des effets sur l'empathie, l'impulsivité et la violence, il ne transforme pas pour autant n'importe qui en meurtrier. Il y avait donc quelque chose de fondamentalement mauvais chez Will pour le pousser à des actes pareils. Concrètement, il n'a jamais été quelqu'un de bon. Il n'a jamais voulu rendre justice et a toujours été guidé par ses émotions négatives comme la colère et l'égoïsme. Ce que cela veut dire est que sa femme n'a pas fait renaître le vrai Will, elle l'a anesthésié. Car le vrai Will est un homme violent et impulsif, tirant vers le bas tous ceux qui le côtoient. Sa seule part d'humanité réside dans sa capacité à ressentir de la culpabilité. Mais c'est aussi ironiquement le déclencheur et le renforceur de son addiction. Par le passé, ce qui tourmentait Will était le fait de savoir que certaines de ses victimes ne méritaient pas leur sort. Et aujourd'hui, c'est le fait de réaliser qu'il est en partie responsable du supplice de son ami Ned. Car c'est bien lui qui l'a recruté pour ce job à haut risque. Lui qui l'a convaincu alors qu'il n'était pas dans le besoin. Il y a donc de fortes chances qu'il retombe dans un cercle vicieux de dépendance en s'auto-flagellant par l'alcool. Un poison qui lui aura au moins fait prendre conscience de ce pourquoi il est né. I'll see you in hell with money.